Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion de la Fête du Trône 2022. Cela fait 23 ans maintenant que le Maroc institutionnel avance à marche forcée avec de grands chantiers ouverts dans plusieurs domaines. Il y a eu bien sûr l'instance équité et réconciliation, mais il y a eu aussi la Moudouana ou Code de la famille et l'INDH, l'initiative sur le droit, sur le développement humain et d'autres encore. Et bien évidemment, la grande avancée constitutionnelle avec un texte qui définit ce qu'est le Maroc, ce que sont les Marocains, mais aussi ce à quoi ils aspirent. Démocratie, liberté diverse, séparation des pouvoirs, parité, égalité. Mais la politique générale de l'État, décidée et arrêtée en Conseil des ministres présidé par le souverain, se décline également en plusieurs autres grands projets structurants qui deviennent à leur tour des quasi-institutions. La Fête du Trône est l'occasion donc de revenir sur ces chantiers, comme la régionalisation avancée, la couverture médicale universelle, le nouveau modèle de développement qui mènera le Maroc jusqu'à l'horizon 2035 et bien évidemment cet appel royal lors de l'ouverture de l'actuelle législature à la mise en place d'un cadre pour la souveraineté alimentaire, pharmaceutique et énergétique. Nous reviendrons donc tout au long de cette émission d'une heure sur ces chantiers avec les deux éminents universitaires que sont Si Abdeltef Komat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si Ali Harichi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Merci aussi d'être avec nous. Avant de passer donc en revue ces différents chantiers, la régionalisation, la couverture santé, le modèle développement, nous reviendrons assez rapidement sur la Constitution qui est le cadre, qui pose le cadre donc de ce travail, une Constitution résolument avant-gardiste, instaurant pratiquement un régime institutionnel parlementaire avec le renforcement du rôle du chef du gouvernement. Donc on peut dire que la Constitution 2011 a apporté bien des avancées en matière de droit. Al-Harichi, je commence par vous. Rapidement, en quelques mots, les choses les plus courtes sont les plus pertinentes et les plus marquantes et percutantes. Quelles sont les avancées les plus marquantes de cette Constitution qui a aujourd'hui 11 ans? Oui, la Constitution de 2011, comme vous avez dit, elle est avant-gardiste. Parmi les choses les plus importantes, c'est le titre 2. Le titre 2 de la Constitution et qui instaure les libertés et les droits fondamentaux. Il y a 22 articles qui sont consacrés aux libertés et aux droits fondamentaux, en sus des articles qui s'intéressent ou qui consacrent aussi ces libertés. Je dirais l'article 14, le droit des citoyennes et des citoyens de mettre des motions législatives, le droit des citoyens, l'article 15, le droit des pétitions des citoyennes et des citoyens pour faire des pétitions au pouvoir public. Il y a aussi un article très intéressant, c'est l'article 5. L'article 5 qui consacre, c'est-à-dire les deux langues officielles du Maroc, l'arabe et la mazère. Et cet article 5 consacre aussi la dimension identitaire plurielle marocaine, c'est-à-dire avec tous ces affluents. Et c'est un article très important et qui marque, c'est-à-dire on ne peut pas dire une rupture, mais une consécration de la marocanité de tous les Marocains et de l'identité de tous les Marocains, quel que soit, c'est-à-dire l'affluent duquel ils arrivent, que ce soit de l'Afrique, de l'Andalousie, que ce soit des Arabes, des Amazirs, que ce soit la religion musulmane, la religion hébraïque. Donc on voit que le Maroc a consacré cette identité plurielle. Et donc cette constitution est effectivement avant-gardiste. Il consacre aussi le droit international et la primauté du droit international par rapport aux conventions qui sont ratifiées au Maroc. Ça, on le trouve dans le préambule, par rapport au droit interne. Et c'est très important. Ça démontre de la stabilité et de la confiance que donne le Maroc à tous les partenaires, c'est-à-dire qui viennent investir au Maroc et qui voient que le Maroc va sur la voie de la démocratie et surtout sur, c'est-à-dire la garantie et la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Merci. C'est Abdeltef Komat, les éléments qui vous semblent les plus importants, les plus marquants dans cette Constitution. En fait, comme l'a dit El Harichi, c'est une constitution qui, dans un sens déjà, on peut souligner le fait qu'il s'agit d'un ancrage davantage renforcé du Maroc dans le processus de démocratisation. Donc, il y a en premier lieu la notion de rééquilibrage des pouvoirs, notamment entre l'exécutif et le législatif, avec plus de précision, plus de responsabilisation. Ça, c'est un point très important, notamment le fait
de hisser la position en fait, de l'ancien Premier ministre à un statut de chef de gouvernement, donc ce qui lui donne plus d'autorité, de responsabilité en termes de gestion du gouvernement. Également, c'est une constitution qui a clarifié et qui a en fait donné une dimension plus large à certaines notions. Notamment, on peut citer l'égalité homme-femme, où en fait, dans les anciennes constitutions, c'était plutôt une égalité civile. Maintenant, elle est politique, elle est économique, elle est environnementale. Donc, c'est en fait le renforcement de cette égalité qui est une avancée notable dans notre pays sur un plan social et sociétal. Également, c'est une constitution qui a en fait renforcé certains choix stratégiques du Maroc, notamment la régionalisation, où il y a une très grande partie qui est consacrée au renforcement de tout ce qui est territorial et notamment en insistant sur la régionalisation pour en fait responsabiliser les régions avec l'État en ce qui concerne le développement des territoires. Et donc, ça nous rapproche un peu de la gestion participative parce que c'est une voie, je dirais, élevée en matière de démocratie. C'est de donner la possibilité à la population d'être partie prenante et la régionalisation avancée, justement, permet cela. Et donc, bien évidemment, il y a toute la dimension de la pluralité du Maroc, puis, bien sûr, la langue, ou bien, en plus de la langue arabe, il y a la mazdir qui a été en fait spécifiée comme langue officielle. Et tout cela, bien évidemment, fait que c'est une constitution qui implique la population, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa langue. Le Maroc est un Maroc, en fait, de toute la population marocaine. Et je crois sur ce plan-là, c'est une avancée très, très importante. Il y a aussi une avancée qui, moi, m'a marqué personnellement, c'est cette obligation de nommer le chef du gouvernement au sein du parti arrivé premier, un chef du gouvernement qui n'est pas révocable. Alors, quand on voit les autres constitutions, par exemple la française ou en Russie, là où il y a un président avec pouvoir exécutif et un Premier ministre, ils sont tous révocables, les Premiers ministres. Pas chez nous. Normalement, le chef du gouvernement n'est pas révocable. C'est une avancée quand même qui est intéressante et importante. Alors, merci pour la transition, Abdeltef Komat. La régionalisation avancée, un chantier qui avance lentement mais sûrement, avec une consécration dans les élections de 2015, mais aussi et surtout celle de 2021. On voit les choses véritablement se mettre en place. Alors, Ali Harichi, avant de mettre en place la régionalisation, on parle de ce qu'on appelle déconcentration et décentralisation. On en est où ? En fait, c'est quoi déjà les deux concepts? Parce qu'ils sont un peu compliqués, parce que pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec ça. D'accord. Donc d'abord, on est en plein dans la Constitution, puisque l'article 1er de la Constitution, dans son 4e alinéa, il dit que le Maroc, c'est-à-dire l'organisation territoriale, elle est décentralisée avec une régionalisation avancée. Donc c'est bien clarifié. Et bien sûr, l'article 135 qui précise qui sont les collectivités locales, c'est-à-dire l'article 135 de la Constitution, qui sont les provinces, les régions, provinces, préfectures et communes. Maintenant, la régionalisation avancée, vous parlez de déconcentration et de décentralisation. Là, on est ce qu'on appelle donc l'État unitaire. Il y a deux types d'État unitaire. Il y a l'État qui est central, et qui peut être concentré et déconcentré, c'est-à-dire concentré quand tous les pouvoirs sont au niveau de la capitale et déconcentré quand les pouvoirs, c'est-à-dire sont donnés pour c'est-à-dire les services extérieurs dans les villes ou dans les régions. Maintenant, dans l'État décentralisé, ce qui est le cas du Maroc, nous avons la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration pour ce qui est des préfectures et des provinces et des services parfois techniques, c'est-à-dire qui dépendent du ministère. C'est une forme verticale, c'est-à-dire c'est le centre, mais il y a une déconcentration, c'est-à-dire il y a un représentant du centre, il y a une hiérarchie. Par rapport à la décentralisation, c'est tout à fait différent et c'est là où on trouve, c'est-à-dire la participation des citoyens, c'est-à-dire avoir une autorité élue qui gère, il y a trois choses qui caractérisent la décentralisation. Une autorité élue, elle a le droit de gérer les affaires locales et bien sûr, la troisième chose, c'est la personnalité juridique. Donc, c'est une autorité qui est une personne morale. Et quand on parle de personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il peut faire tous les actes
que ce soit juridique, il peut faire des contrats, contracter. Donc, c'est ça la décentralisation. Alors, quand on est dans la régionalisation avancée, on est dans la décentralisation, mais dans un sens beaucoup plus avancé. Et c'est le cas de la régionalisation au Maroc, puisque cette nouvelle régionalisation, parce que la région au Maroc, elle a été introduite en 1996 avec la Constitution de 1996, mais ils avaient des prérogatives très, très limitées. Maintenant, avec la régionalisation avancée et la loi 111/14 qui a été publiée en 2016, en février 2016, la région a beaucoup de prérogatives aujourd'hui. C'est-à-dire que cette région-là, il a une autonomie, et il a des prérogatives, et elle intègre, comme a dit le professeur Koumatz, le principe participatif. C'est-à-dire qu'il est cité dans l'article 1er, c'est une démocratie citoyenne et participative. Et là, on va vers ce qu'on appelle la gouvernance, comme elle a été donc la gouvernance territoriale. C'est-à-dire que les affaires sont gérées par les représentants qui sont élus, par les préfectures et aussi donc, par les acteurs privés et par les citoyens. Et je pense que le Maroc est en train de faire un pas très avancé dans ce cadre de régionalisation avancée et qui est le symbole ou la signification d'une consolidation de la démocratie, comme a cité mon collègue. Alors, restons sur ce terme. Alors, si j'ai bien compris, la centralisation... La makazia ou la tamarkouz. La tamarkouz. La centralisation, c'est la centralisation de la décision. La concentration, c'est la concentration des services extérieurs de l'État. Non. Décentralisation, la décentralisation, c'est la décentralisation territoriale et les politiques, c'est-à-dire les élus. Et il y a une décentralisation par service. C'est-à-dire, vous allez trouver... c'est une décentralisation technique. Vous allez avoir le ministère et il va y avoir des représentants techniques. La déconcentration, il est verticale, il obéit à une hiérarchie. La décentralisation, il n'y a pas de hiérarchie puisque les personnes sont élues. Mais il y a bien sûr ce qu'on appelle le contrôle de tutelle pour contrôler ce qui se passe. Très bien. Alors je reviens à ce terme participatif. Abdeltef Koumatz, c'est vous qui l'avez cité en premier, donc je me retourne vers vous. La région, donc au-delà des statuts administratifs, c'est aussi la consécration de la société civile, de l'université, de l'entreprise. Alors, dans un cadre participatif, si j'ai bien compris. Alors, comment on fait articuler tous ces organes, toutes ces instances, enfin les trois, quoi, les sociétés civiles, universités, entreprises? En fait, on a vécu déjà une première expérience de la régionalisation avancée lors de la législature 2015-2021, qu'on considère comme une période de mise en place d'apprentissage, parce qu'il s'agit d'un apprentissage. La manière de gérer les choses sur un plan local ou régional requiert bien évidemment des procédures, requiert des compétences, etc. Alors, en fait, l'articulation, elle est fondamentale, parce qu'on a tendance, souvent, lorsqu'on parle de la régionalisation avancée, c'est d'évoquer l'aspect politique et l'aspect administratif. Le politique, c'est la décentralisation, et l'aspect administratif, c'est la déconcentration. Alors que la régionalisation avancée, elle est au-delà un peu de ces considérations pour toucher toute la dimension culturelle, toute la dimension participative. Il faudrait que tout le monde s'approprie déjà et considère qu'il est responsable dans cette voie de régionalisation avancée, parce que c'est la voie de développement, c'est la voie de la réduction des déséquilibres, des disparités régionales et sociales. Et donc, il faudrait que ce soit un projet partagé, d'où cette interaction et cette interférence. Alors, comment cela devrait se passer? C'est lorsque, en général, on prépare un plan de développement régional, un PDR, qui est confié à des instances, en fait, en attendant, parce qu'il y a une année de transition. Par exemple, l'année 2021-22, on travaille avec le PDR de l'ancienne législature. Et en fait, les prochains PDR devraient être opérationnels à partir d'octobre prochain, pour toucher les 6 ans, 5 ans du mandat actuel, plus une année du prochain mandat, pour qu'il n'y ait pas de coupure, pour qu'on ait une période, une année pour préparer le PDR, le prochain PDR. Alors cette année, pratiquement toutes les régions travaillent sur leur plan de développement régional. Alors, bien évidemment, cela se fait dans le cadre de la concertation, parce qu'on prend une année pour consulter les différentes parties prenantes. L'instance qui est en train de préparer, ou les instances qui préparent le plan de développement régionaux, sont censées contacter toutes ces parties prenantes, les entreprises à travers leurs représentations, la CGM, les universités, les associations, etc., pour que ce soit en fait un projet partagé. Et c'est sa vocation, et c'est ce qui lui permettrait justement d'aboutir, c'est cette appropriation et ce partage. Très bien. Alors, Al-Harichi, le problème qu'il y a, tout ce que vous venez d'expliquer maintenant est fort bien, et fort utile aussi. Mais il y a un risque.
Le risque, et on le voit un peu partout dans les régions, dans les pays les plus déconcentrés, les plus décentralisés, les plus régionalisés, il y a toujours l'aspect politicien. L'aspect politicien. Alors, après les élections de 2021, il y a une cohérence qui ruisselle, si je puis dire, du niveau central au niveau régional, avec toujours les trois mêmes partis. Mais est-ce qu'il y a des garde-fous pour empêcher que l'aspect politicien ne l'emporte sur tout ce qui est prévu de sérieux? Vous savez que parfois le politicien peut prendre des décisions d'amitié, de népotisme, de clientélisme, enfin de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Le meilleur garde-fou, c'est ce que la régionalisation avancée, elle met en œuvre ce qui est participatif, c'est-à-dire que tout le monde, tous les acteurs sont concernés. Non pas seulement ceux qui sont élus, non pas ceux qui sont dans l'administration, mais aussi les citoyens, les entreprises privées. Et la recherche, c'est quoi? C'est le compromis. Un compromis pour arriver à ce qu'il y ait une gouvernance. Parce que parfois, il va y avoir des intérêts qui sont divergents. Ça, c'est la définition de la gouvernance territoriale à travers la régionalisation, celle de la Banque mondiale, qui a été faite il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire avoir des intérêts divers, mais trouver des solutions. Comment trouver des solutions? Donc, ce sont les voies qu'il faut chercher. Donc, les politiciens ne peuvent pas aller dans ce sens du népotisme, étant donné que tout le monde participe. C'est impliqué et participe. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi un autre problème dans cette régionalisation avancée. 4 régions qu'on connaît, Casablanca Stade, Rabat, Salé, Qnitra, Souss, Massa et Tanger, Tétouan, Hoceima, assurent plus de la moitié du PIB national. Plus que la moitié. Moins que la moitié, c'est pour les 8 autres régions. Comment assurer donc une harmonisation et une homogénéité dans le développement territorial, dans le développement national plutôt? Homogénéité et harmonisation territoriale dans le développement national. Voilà. En fait, c'est une question qu'il faut nuancer, relativiser. C'est vrai, on a toujours tendance à dire 3 ou 4 régions aujourd'hui réalisent plus de la moitié du PIB, mais il faudrait rapprocher ces chiffres à la dimension population. Parce que si on prend les 4 régions que vous avez citées, c'est vrai qu'ils réalisent plus de 50%, je dirais même 60% du PIB, mais en même temps, ils représentent plus de 50% de la population. Et donc, il faut toujours rapprocher le PIB par rapport à la population. Alors, il y a une région qui se distingue parce que pratiquement, les 3 autres, ils occupent en fait à peu près 10% de la population et ils réalisent 10% du PIB. Que ce soit Marrakech, plutôt Souss, Massa, que ce soit Rabat Salé, que ce soit Tanger, Tétouan, Hoceima. Pratiquement, le pourcentage de la population, c'est le pourcentage du PIB qui est à peu près de 10%. C'est vrai qu'il y a Casa Stade qui représente 20% de la population et qui réalise 32% du PIB. Mais on connaît un peu la position de cette région au niveau, historiquement, son poids au niveau de l'économie, mais cela s'atténue avec le temps. Donc, pour dire que la problématique, c'est vrai qu'il faut aller vers une réduction des disparités territoriales et sociales, mais je veux dire que la problématique elle est plus globale et elle est plus générale. Aujourd'hui, toutes les régions, y compris celles que vous avez citées, ont besoin de se développer davantage. Alors, s'il y a en fait une explication un peu de ces déséquilibres, il faut les chercher sur un certain nombre, je dirais, d'indicateurs sur lesquels il faut agir pour justement réduire ces déséquilibres territoriaux. En premier lieu, il y a la dimension infrastructure. Aujourd'hui, si on voit ces régions que vous avez citées, elles sont dotées d'infrastructures très avancées, en termes de ports, en termes de routes, en termes de chemins de fer, etc. Par contre, si on voit des régions de l'Atafilal, etc., les régions du Sud sont en train de se développer avec tout en fait, le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui a consacré, sous la houlette de Sa Majesté, plus de 80 milliards de dirhams. Aujourd'hui, il y a la route Tiznit-Dakhla, pratiquement qui est à l'étape de finalisation. Il y a le port de Dakhla. Il y a beaucoup de projets sur un plan d'infrastructure qui sont en train de mettre à niveau, sinon de dépasser la moyenne en termes d'infrastructure au niveau national. Le premier point, c'est l'infrastructure. Le deuxième point, ce sont les compétences humaines. Et là, c'est un grand chantier en ce qui concerne la régionalisation parce que autant on parle de la déconcentration, autant on se dit est-ce qu'on a justement les compétences au niveau régional pour être justement en mesure de porter cette déconcentration. Et lorsqu'on parle des compétences, il y a 2 dimensions. Il y a la qualification, mais il y a également l'attractivité. C'est-à-dire, est-ce que ces compétences hautement qualifiées aujourd'hui ont la possibilité de s'installer dans des villes qui n'offrent pas le bien-être et un cadre d'accueil
qui permettrait à ces compétences de s'y installer. D'où peut-être le troisième volet qui manque à ces régions, c'est tout ce qui est services sociaux, éducation, santé, etc. Donc, au-delà de l'aspect technique infrastructurel, il y a toute la dimension sociale, le bien-être et bien évidemment le cadre d'épanouissement culturel, etc. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait agir pour permettre justement à ces régions d'être plus attractives et d'atteindre justement le seuil, je dirais pas seulement de celles qui sont plus avancées, mais le seuil requis pour toutes les régions. Parce qu'aujourd'hui, la région, elle est considérée comme, je dirais, le point focal de ce que va devenir le Maroc en 2035, à tel point que ce qui est en fait aujourd'hui partagé, c'est que la régionalisation avancée est le levier, c'est le vecteur qui va permettre au Maroc dans sa globalité d'atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement. Donc, et tout à l'heure, vous avez évoqué les garde-fous, vous avez évoqué la dimension politique. Les garde-fous, c'est sur un plan politique, parce que c'est ça l'avantage de la politique, c'est qu'il y a des échéances où ces politiciens, ils seraient bien évidemment, je dirais, évalués par les électeurs. Et là, on est dans une dimension de compétitivité et ces politiciens qui veulent faire jouer d'autres éléments au-delà d'aller vers l'objectivité, vers la rigueur et vers l'atteinte des objectifs seront évalués négativement. Et donc, bien évidemment, ça c'est le garde-fou. Je dirais numéro un, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre de compétition. Nous sommes dans un cadre où toutes les régions sont appelées à travailler parce que nous connaissons les indicateurs de début et nous allons connaître les indicateurs de la fin du mandat. On connaît aujourd'hui le taux de scolarisation de toutes les régions. On connaît le nombre de créations d'emplois. On connaît l'entrepreneuriat. En fait, tous ces indicateurs, ils sont connus à l'évaluation. Il sera fait à la fin. Comment les choses étaient, comment ils ont évolué, il y a une comparaison. Et ça c'est le véritable garde-fou sur un plan politique. Très bien, donc à vous entendre, il n'y a pas de problème au niveau de l'écart dans la production de richesses, mais c'est surtout au niveau de l'équipement, de l'infrastructure et de l'attractivité des régions. Alors on passe au deuxième grand thème, la couverture santé universelle. En 2019, le roi Mohamed VI avait adressé un message aux participants de la Journée mondiale de la santé organisée à Rabat. Le souverain y évoquait les priorités pour la mise en place d'une couverture santé généralisée. Abdel Komad, je reste avec vous. Quels sont donc les prérequis pour établir un système de couverture santé qui profiterait à tous? Alors, en fait, le message de Sa Majesté a insisté parce qu'il s'était adressé à tout ce qui est santé prioritaire et primordiale. Et donc, en fait, on voit qu'après, bien évidemment, il y a eu des avancées au Maroc sur ces aspects-là. En fait, la tendance, c'est quoi? C'est tout d'abord, en fait, de pouvoir servir d'une manière démocratique les médicaments, surtout qui sont en relation avec la santé, je dirais, de premier plan, avec les besoins prioritaires. Deuxième orientation, c'est d'aller vers la production des médicaments, notamment par la production du générique. Et sur ce plan-là, le Maroc a beaucoup avancé, à tel point qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique marocaine en Afrique est considérée comme un des leaders. Donc c'est une industrie relativement qui est avancée. On salue également l'initiative de Sa Majesté dans le cadre du projet de partenariat avec la Chine pour justement créer une plateforme de production des vaccins et qui couvrirait pas seulement les besoins du Maroc, mais les besoins de l'Afrique. Donc cet aspect-là de la production, que ce soit des médicaments, que ce soit du matériel scientifique et médical également, c'est évoqué dans le message royal, où le Maroc est appelé à considérer, en fait, dans le cadre notamment de la souveraineté sanitaire, ces deux volets, à savoir la production des produits pharmaceutiques et des produits médicaux. Ça, c'est un prérequis de premier plan. Bien évidemment, il y en a d'autres, notamment tout ce qui est infrastructure sanitaire. Vous savez qu'il y a un déficit par rapport, en fait, à l'élan qu'on est en train de prendre avec la couverture médicale qui va avoir plus de 22 millions de personnes aujourd'hui couvertes médicalement. Et bien évidemment, il faut que les services de leur accueil, de leur accompagnement soient disposés. Il y a également la dimension ressources humaines. La dimension ressources humaines, elle est fondamentale parce que nous savons que le Maroc, il est à un tiers de ses besoins en médecins. Il y a un ratio de 4 médecins pour 10 000 personnes. C'est le ratio mondial, international. Nous sommes à 1,5. C'est-à-dire que nous sommes à un tiers de ce qu'on devrait avoir comme médecin. Alors, bien évidemment, il y a un effort à faire au niveau de la formation, mais également de la rétention. Donc, alors ça, on va revenir tout à l'heure. C'est que le Maroc a un problème, c'est qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de former le nombre de médecins requis, mais en même temps, une bonne partie, la tendance récente, quitte
soit il y a après leur formation, soit pour même poursuivre. avec les études de médecine qui ont été ramenées dernièrement de 7 à 6 ans, bon, il y a déjà un temps Voilà, pour les voilà. faire, mais on parlera de ça tout à l'heure sur Alors, il y a le personnel quatrième RH. aspect très important, c'est tout l'aspect organisation et gouvernance. Ça, c'est également fondamental pour aller vers une véritable couverture médicale. Bien évidemment, le nombre de mutuelles que nous avons, la manière avec laquelle ils sont gérés, et bien évidemment, toute la dimension de gouvernance. Là également, il y a Alors là, vous progrès. dévancez un peu les choses. Effectivement, c'était la question que je voulais vous poser, Ali Harichi, la multiplicité des régimes et les écarts entre les paramètres de ces différents régimes. Est-ce qu'il est possible d'arriver à, je pense que ce que vous voulez dire, c'est Abdeltef Komat, un régime unique ou unifié? Est-ce que c'est possible de simplifier un peu toute l'administration qu'il y a autour du secteur de la santé? Peut-être possible de simplifier, mais je ne pense pas qu'on pourrait arriver à un régime unique pour traiter tout, parce qu'il y a des différences, parce que nous avons des fonctionnaires, nous avons des salariés, et nous avons aussi, c'est-à-dire quand on a parlé de l'élargissement, pas de la couverture médicale, mais c'est-à-dire du plan de la santé, de cet état social, on parlait de toutes les catégories sociales, même ceux qui n'ont pas c'est-à-dire qui ne sont ni salariés ni fonctionnaires, que ce soit des agriculteurs, des artisans, donc plusieurs catégories. Donc il est très difficile d'articuler dans un même système toutes ces catégories, puisque pour les autres, c'est plus ou moins clair, c'est déjà fait, mais pour ceux c'est-à-dire les 11 millions qui ont été programmés au mois de février, c'est-à-dire au mois de janvier et au mois de février, c'est 11 millions qui vont bénéficier de cette couverture sanitaire. Il y a plusieurs, même parmi eux, il y a plusieurs manières de traiter. Parce qu'il y a ceux qui paient parfois des impôts forfaitaires, ça dépend de la catégorie. Donc ce qui est bien, ce que je pense, je reviens à ce qu'a dit Abdeltef, c'est à la gouvernance. Comment gérer tout cela avec une gouvernance et surtout une transparence. Il faut une transparence, et je pense que le Maroc a réussi ce dit, si on voit le cas, quand il y a eu Covid, quand il y a eu des gens qui, après donc, le discours de Sa Majesté, et après la prise de décision qui était assez forte, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont ni déclarés, ni c'est-à-dire à la CNSS, ni aux ordres, et qui ont des salaires et qui n'ont pas de couverture, tout le monde a profité. C'est-à-dire en 2 mois, on a pu savoir qui sont ces gens-là, et ces personnes-là pouvaient recevoir d'une manière transparente, c'est-à-dire cet argent-là que l'État leur a promis pendant cette période de crise de Covid et surtout pendant la période où on a eu le confinement. Donc le Maroc peut faire, mais il faut avoir de la gouvernance et surtout de la transparence pour pouvoir couvrir tous les secteurs sociaux et toutes les classes sociales qui ont vraiment besoin de cette couverture c'est-à-dire médicale et de la santé. Alors, gouvernance, transparence et aussi finance. Des choses qui fâchent, le nerf de la guerre. Où on trouve l'argent pour ce méga chantier? En fait, la loi 4 qui a mis en place la couverture sociale, bien évidemment, il a prévu l'aspect financier. On estime qu'à terme, lorsqu'on va généraliser les 4 pans de la couverture sociale, en fait, c'est un budget de 51 milliards de dirhams par an. On n'en est pas encore là parce qu'on est dans la première étape de la couverture sociale, qui est la couverture médicale. La couverture, parce que sur 2021 et 2022, c'est la couverture médicale. 2023, c'est les allocations familiales. Et 2024-2025, on va aller vers l'indemnité pour perte d'emploi et la retraite. Et donc, nous sommes dans les premières phases du processus de la couverture sociale. Alors, cette première phase, c'est la couverture médicale, qui a en fait un budget d'environ 14 milliards de dirhams. Alors, sur les 14 milliards de dirhams, 8,4 milliards de dirhams, c'est l'apport de l'État. Parce qu'il faut rappeler qu'un peu la grande avancée apportée par la couverture médicale, ce sont les ramèdes qui sont versés vers l'AMO. Et en fait, il s'agit d'un besoin de financer les personnes qui n'ont pas les moyens, justement, de contribuer à leur couverture médicale. C'est l'État qui prend en charge cette partie. Cela requiert 8,4 milliards de dirhams qui sont budgétisés dans les lois de finances de 2021 à 2022. Donc,
pour le court terme, le problème, il est réglé. Maintenant, qu'en sera-t-il, en fait, que prévoit un peu l'État sur les prochaines années où il va y avoir un besoin plus important, parce qu'on va intégrer les allocations familiales, l'indemnité de perte d'emploi, etc. Et on aura besoin de 51 milliards de dirhams. Là, ce qui est prévu, c'est que l'État contribue à hauteur de 23 milliards de dirhams. Et en fait, le reste sera sur un plan de contribution des bénéficiaires, des cotisations, à part ceux qui n'ont pas les moyens, qui seront pris en charge par l'État. Alors l'État, en ce qui concerne la part qu'il devrait prendre en charge, bien sûr, il y a une partie qui est prévue dans le budget de l'État, et cela suppose que l'État devrait avoir plus de ressources, d'où la question de la réforme fiscale, qui devrait permettre à l'État de générer plus de ressources, notamment pour financer le méga projet de la couverture sociale. Mais à part cela, ce qui est prévu également, c'est la réforme de la caisse de compensation. C'est vrai, on n'en est pas là, parce que nous sommes dans une conjoncture qui ne permet pas la réduction de l'apport de l'État à la caisse de compensation. Au contraire, l'État a prévu 16 milliards et aujourd'hui, il a besoin de 15 milliards supplémentaires, parce que nous sommes dans une situation conjoncturelle difficile. Mais à terme, il devrait y avoir une réforme de la caisse de compensation qui permettrait de dégager des ressources qui iraient vers le financement de la couverture sociale. Et bien évidemment, il y a d'autres mécanismes, notamment une partie un peu de la fiscalité qui va ce qu'on appelle donc la contribution de la solidarité, qui est déjà là, qui dégage à peu près 5 milliards de dirhams. Donc en fait, le montage financier, il est là. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être une conjoncture qui permettrait de dégager les recettes qui devraient financer cette couverture sociale. On espère que les choses vont avancer d'une manière, je dirais, plus bonne pour les prochaines années, parce que nous sommes une période où il y a des difficultés en matière justement de financement des besoins de l'État. Mais on espère que dans l'avenir, l'État va pouvoir avoir les moyens. Alors, vous en parlez de cette conjoncture difficile. Vous en parlez tout à l'heure, Abdel Komad, je vous ai dit qu'on allait y revenir. Et je vous pose la question, Ali El-Harichi, sur le côté RH. Former les médicaux, former les paramédicaux, leur procurer les moyens de travail, leur assurer une rétribution convenable pour les retenir. Tout ça, ce n'est pas uniquement le projet de 51 milliards de dirhams par an, la gouvernance, etc. Mais c'est une politique à long terme. Sachant que nous avons quelque part quelque chose comme 6 000 à 7 000 médecins en France uniquement, je pense, si les informations sont bonnes. Donc comment faire pour retenir ces médicaux? D'abord les former, bien les payer, leur donner les moyens et les retenir. Est-ce que c'est réalisable ça? On n'a pas le choix. Puisque là, on s'inscrit dans ce qui est couverture sociale, c'est-à-dire couverture généralisée. Et quand vous parlez des ressources humaines, quand on parle de ces ressources humaines, effectivement, combien forme le Maroc aujourd'hui? Il est vrai que le Maroc est passé depuis... Avant, il y avait 2 universités de médecine, une à Rabat, une à Casa, et puis il y avait une concentration, si vous voulez. Maintenant, c'est déconcentré. Ce sont des services il y a je pense, 7 ou 8 universités au Maroc, ou même plus, donc, qui forment des médecins. Donc déjà, comme le Maroc a des médecins et aussi des paramédicaux, non pas seulement les médecins, pour essayer de répondre à la demande qui existe et puis à la démographie qui est en train d'avancer et qui est galopante. Donc aujourd'hui, le Maroc, mais avec tout cela, le nombre reste insuffisant par rapport à la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des zones ou des régions qui ne sont pas attractives. Le médecin ne veut pas aller dans un village ou dans une région, et on peut comprendre dans une certaine mesure où il n'y a pas donc d'autres infrastructures pour les enfants, c'est-à-dire l'enseignement, la santé et autre chose. Donc tout cela fait qu'il y a une disparité d'abord de la distribution des médecins sur le territoire marocain. Maintenant, il faut former plus, premièrement, les médecins, les paramédicaux, les infirmiers, tout ce qui relève du corps médical, de la santé, et aussi il faut les garder. Pour les garder, bien sûr, il faut, vous le dites bien, des rétributions convenables. Parce qu'on ne peut pas demander à des personnes qui ont fait des années d'études de 7 ans après le bac ou plus et qui parfois travaillent c'est-à-dire à pas de temps, c'est-à-dire ils peuvent travailler le soir, les urgences. Ils sont des métiers à forte pénibilité, on va dire. À très forte pénibilité, et on les paie avec des salaires qui ne sont pas du tout convenables par rapport à ce qu'ils peuvent toucher ailleurs. Et malheureusement, beaucoup de médecins, d'infirmiers partent à l'extérieur
et sans que ces pays étrangers, c'est-à-dire l'État marocain a contribué pour la formation. L'État marocain, finalement, perd doublement. Bien sûr, dans la formation et après le fait de ne pas avoir ses compétences. Et puis ces compétences, la matière grise qui part, il faut donner de la motivation, pas seulement dans ce secteur, dans plusieurs secteurs, pour garder des Marocains, de la matière grise marocaine, pour répondre aux besoins qui s'inscrivent finalement dans ce nouveau modèle de développement. Alors, on va aller un peu plus vite parce que nous avons encore le nouveau modèle de développement et nous avons la question des souverainetés. Donc, le nouveau modèle de développement, ça fait maintenant 1 an qu'il a été dans le rapport, que le rapport a été présenté à Sa Majesté. Entre-temps, les élections se sont tenues, une nouvelle majorité est arrivée, mais beaucoup d'impondérables et d'imprévus. La sécheresse, la guerre en Ukraine, le Covid qui n'est pas encore véritablement terminé. Alors rapidement, je vous pose la question à tous les deux, mais une réponse rapide si possible. En quoi les différentes crises et imprévus, les imprévus qu'on voit maintenant, peuvent remettre en cause ou ralentir la mise en œuvre du modèle de développement? En fait, effectivement, il faut dire que c'est une conjoncture difficile, en fait, sur le court terme, mais également sur le moyen et long terme, parce que le nouveau modèle de développement, c'est le moyen et long terme, mais on le prépare en fait maintenant, parce que le compteur tourne. Nous avons des objectifs à l'horizon 2035. Donc la conjoncture actuelle, je dirais qu'en fait, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension, par exemple, du financement du nouveau modèle de développement qui requiert des moyens pour financer en fait les grands projets, financer le véritable démarrage en matière de formation, en termes de projets sociaux, etc. Également, en fait, le nouveau modèle de développement prévoit en fait un taux de croissance progressif. Il devrait commencer avec un taux de croissance de 4% et monter, la vitesse de croisière, c'est un taux de croissance de 6%. Donc on est encore loin. À peine aujourd'hui, on estime que cette année, c'est entre 0,7% à 1,1% selon les organisations nationales ou internationales. Donc là également, c'est un frein. Également, je dirais que heureusement, et ça c'est la deuxième dimension que je dirais qui est positive, c'est que grâce aux initiatives royales, nous n'avons pas attendu, en fait, je dirais, le démarrage un peu de ce nouveau modèle de développement pour entamer les grandes réformes. Parce qu'il faut dire que l'essentiel des résultats ou des indicateurs sont mesurés à travers la réalisation d'un certain nombre de chantiers structurants. Et ces projets structurants ont été lancés. Notamment, on parle de la réforme de la couverture sociale, ça c'est très important. On parle de la mise en place d'un fonds d'investissement stratégique, d'accord, qui est en train d'être opérationnalisé. Les structures, pratiquement, ils sont finalisés, notamment, et qui a structuré les priorités en parlant de la restructuration du secteur de l'industrie, du développement de l'agriculture, le tourisme, l'infrastructure, etc. Donc ça, c'est un projet qui est en marche. Également, il y a la réforme des établissements, des entreprises, établissements et entreprises publiques. Donc ça, c'est également un grand projet qui a été lancé par Sa Majesté, qui est entamé. Aujourd'hui, il y a des audits stratégiques qui sont menés pour un certain nombre d'organismes déjà identifiés, comme l'Agence de développement social, comme l'ODCO, comme l'Entraide nationale, pour les préparer justement à cette réforme. Donc, je dirais qu'on est en marche. En fait, il y a 2 pas. Je dirais l'un, heureusement, c'est l'aspect profond, l'aspect structurel, et il est entamé, les grandes réformes, notamment la réforme de la fiscalité. Donc tout cela, il est en marche. Malheureusement, c'est l'aspect conjoncturel, c'est-à-dire un peu tout ce qui est lié à la performance, notamment financière, à la possibilité un peu d'engager, voilà, qui peut-être on espère que les choses à partir de l'année prochaine, parce qu'on annonce un taux de croissance qui va monter à 4,3% en 2023. Peut-être on va reprendre le train en marche. On est quand même loin des 6%, 1,3 points, c'est quand même assez fort. Alors, Ali El-Harichi, même question, en quoi les différentes crises et imprévus survenus peuvent-ils ralentir la mise en œuvre du modèle de développement? Mais j'y ajoute encore une autre. En attendant que ces crises passent et en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres qui surviennent, quels sont les autres chantiers à mettre en œuvre recommandés par ou dans le nouveau modèle de développement? Qui n'ont rien à voir avec les crises, des choses qui peuvent se faire sans. Je pense que mon collègue a déjà répondu à la question en général.
Votre point de vue. Non, non, oui. On a des recoupements sur les... Parce qu'effectivement, le Maroc a entamé beaucoup de réformes c'est-à-dire, on va dire, la vision de Sa Majesté a précédé ce nouveau modèle de développement. Il faut dire que dans le sens où le Maroc est en train d'avancer. Pourquoi un nouveau modèle de développement? Parce qu'il y avait une crise. Parce qu'il y avait une crise, une gouvernance, c'était dans les discours de Sa Majesté qui se répétaient, donc il fallait un nouveau modèle de développement. Donc quand on parle de crise imprévue, on était déjà dans la crise. Donc le nouveau modèle de développement devait être ingénieux, c'est-à-dire articuler toute l'ingénierie pour sortir de la crise où on était. Donc les crises qui s'ajoutent certainement, mais on était déjà dans une crise. Donc il fallait trouver un modèle de développement pour sortir de la crise. Ce qui est arrivé avec la Covid, avec maintenant l'Ukraine et la sécheresse, la sécheresse, on sait que le Maroc, on est un pays qui dépend du climat, mais il fallait travailler aussi sur cela, parce qu'en parlant de la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure sur les souverainetés alimentaires. C'est la rationalisation de l'utilisation de l'eau parce qu'on peut avoir de la sécheresse. On ne doit pas toujours dépendre de la pluviométrie. On est un pays agricole qui est en train d'industrialiser son agriculture, donc on doit rationaliser et on doit aussi passer, quand on parle de l'agriculture, qu'il y ait des convergences des politiques publiques. Parce que parfois, on va trouver pour l'eau des ministères, je ne sais pas, travaux publics, l'agriculture, il y aura plusieurs ministères qui travaillent sur la même chose. Mais il n'y a pas de convergence de politique publique. Ça, c'est parmi les choses qu'il faut faire, c'est-à-dire parmi les chantiers qu'il faut mettre en œuvre par rapport à ce nouveau modèle de développement. Pour le nouveau modèle de développement, quand on dit les autres chantiers recommandés, il y a l'enseignement, mais il y a de la réforme. C'est-à-dire qu'il y aura un accompagnement de tous les... parce qu'on parle de l'État social. En fait, le nouveau modèle de développement, c'est arriver à 2035 à avoir un État social avec une couverture sociale, couverture médicale, le chômage, la perte d'emploi, tout ce qui s'ensuit. Enfin, un État volontariste qui est providentiel et qui sert, c'est-à-dire les citoyens. Et tout cela s'inscrit dans cette régionalisation avancée. Parce que cette régionalisation avancée, il va en parallèle avec... C'est un moyen de nouveaux modèles de développement, de pouvoir articuler et décliner tous les chantiers qui sont dans le nouveau modèle de développement. J'aimerais bien aussi revenir à certaines réformes et à certaines actions qui ont été prises au Maroc et qui ont permis au Maroc de se maintenir aujourd'hui. Je repense toujours au port Tanger-Med parce que ce sont des décisions très courageuses qui ont permis au Maroc à avoir cette place qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'acteur incontournable dans cette région, que ce soit sur le plan économique et que ce soit sur d'autres plans diplomatiques et que ce soit sur le plan de la stabilité, de la sécurité. Donc, quand je pense au port Tanger-Med, c'était un début d'un nouveau modèle de développement. Maintenant, les autres chantiers, c'est-à-dire qui concernent la société, l'État social, vont se décliner l'un après l'autre. Bien sûr, il faut de l'argent pour tout cela, et il faut aussi de la rationalisation et de la gouvernance, et encore de la transparence. On va toujours revenir à la question de l'argent et de la gouvernance. On va essayer d'aller un peu plus vite, il nous reste une dizaine de minutes. Tellement de choses à dire, on va passer directement aux souverainetés. Alors, dans son discours d'ouverture de l'actuelle législature, en octobre 2021, le roi Mohamed VI avait dit ceci, soulignant les priorités de cette législature. Aussi, je cite, « Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, nous appelons à la création d'un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sécuritaires et énergétiques, et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière. » Fin de citation. Abdelatif Komat, est-ce qu'on peut parler d'une vision royale ou même d'une prémonition? Ce discours a été donné donc à début octobre 2021, où Sa Majesté évoquait la sécurité donc alimentaire, sanitaire et énergétique. Problème qui s'est posé quelques mois après avec l'accélération de la géopolitique mondiale. Comment vous voyez cette sécurité, enfin comment mettre en place les outils et les instruments de cette sécurité 8 mois après le discours, presque 9 mois après le discours. En fait, c'est un constat, c'est que, comme vous l'avez dit, Sa Majesté, pendant la période de la crise, au moment
En fait, on avait, le pays, y compris bien sûr Sa Majesté, avait le souci justement de gérer le court terme avec ces difficultés conjoncturelles, qu'elles soient sanitaires ou autres. Il avait toujours le regard sur l'avenir. D'ailleurs, les réformes sur lesquelles je suis revenu tout à l'heure ont été lancées en pleine difficulté de crise Covid. On était en plein difficulté de crise Covid et Sa Majesté a lancé les principales réformes qui inscrivent le Maroc sur le long terme. Donc il y a toujours, comme vous l'avez dit, de la prévision, de l'anticipation. Et bien évidemment, cette question également de la souveraineté, c'est parmi les choses qui se profilaient, comme bien sûr une conséquence déjà de la crise du Covid, mais également c'est devenu une question centrale dans des pays qui ont des visions, bien évidemment, dont le Maroc. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est qu'au niveau international, il y a une dimension qui prend de l'ampleur, c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie, c'est vrai qu'à un certain moment, on s'est intéressé à tout ce qui est nouvelles technologies, à tout ce qui est superficiel, à tout ce qui est, je dirais, des produits de luxe, etc. Mais les pays sont revenus aux fondamentaux. C'est la vraie économie, l'économie de terrain, qui sont bien évidemment l'alimentaire, le sanitaire et l'énergétique. Donc ces trois volets constituent aujourd'hui les ponts les plus importants en matière de quête de souveraineté. Alors au Maroc, bien évidemment, il y a sur le plan alimentaire, il y a la stratégie agricole à l'horizon 2030, mais qui est en train d'être revue, d'être, je dirais, révisionnée parce que, il y a tout le débat sur le stress hydrique, par exemple, qui est posé aujourd'hui en termes de priorité. Parfois, on évoque le fait que nous sommes un pays qui exporte de l'eau. Il faut peut-être revenir à des produits de base, comme par exemple la céréaliculture. Des pays comme l'Ukraine, en fait, on découvre que la Russie et l'Ukraine exportent 30% de l'importation mondiale. Et donc, le Maroc avance sur ce plan-là. Bien sûr, en matière énergétique, on a vu tout ce qu'on a fait depuis que nous avons la difficulté avec l'Algérie. Le Maroc, aujourd'hui, traverse, en termes de relations internationales, en fait, une avancée très importante avec le gazoduc, avec le Nigeria, ce qu'on est en train de faire avec l'Espagne, et puis, bien évidemment, toute l'évolution de la production au niveau national. Sur ce plan-là, il y a tout un travail qui se fait pour renforcer l'autonomie relative énergétique marocaine. Bien évidemment, au niveau de la santé, on l'a dit tout à l'heure, le Maroc aujourd'hui développe une industrie pharmaceutique. Il est en train de créer une plateforme en matière de production des vaccins. Et puis tout ce qui est générique, il y a une avancée énorme. Et bien évidemment, il y a un effort en matière de production du matériel médical. Sur ce plan-là, c'est également, aujourd'hui, c'est un secteur prioritaire sur lequel il y a en fait une volonté d'investissement. Vous savez que le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé 900 projets pour développer ce qu'on appelle la substitution des importations. D'accord. Et dans ces secteurs, on trouve que le volet sanitaire figure avec force. Alors, Ali El-Harichi, si vous voulez répondre à cette question, quand Sa Majesté avait prononcé son discours, c'était début octobre, on ne savait pas encore qu'il allait y avoir une sécheresse. Il y avait des préparatifs pour la guerre en Ukraine, mais on ne savait pas que ça allait éclater, que ça allait donner ça. Et pourtant, il a eu cette phrase pleine de prémonitions. Comment peut-on faire aujourd'hui pour assurer une sécurité alimentaire et énergétique? Les actions à mener par le gouvernement, d'après vous, quelles devraient être ces actions? Pour la sécurité alimentaire, je reviens à le Maroc. Il y avait Paul Pascan qui disait que le Maroc est un pays rural et pas un pays agricole. Mais aujourd'hui, le Maroc devient un pays agricole. C'est-à-dire il a commencé à marcher sur une agriculture industrielle, c'est-à-dire industrialiser l'agriculture. Très bien. Mais nous avons que le Maroc, il a une météorologie qui ne permet pas d'avoir, comme l'Ukraine, c'est-à-dire garantir une pluviométrie courte toute l'année pour garantir une production de céréales, c'est-à-dire très importante, parce que ce sont les pays où il y a plus de froid, c'est-à-dire il y a la neige, ça pleut, où ça neige, et quand la neige se dégage, le blé, c'est-à-dire les épices sont là, ils sont en train de fleurir. Le Maroc, il a une pluviométrie très particulière et qui est très instable en fait. Maintenant, il faut travailler avec ce que nous avons. D'abord, le stress hydrique, il ne faut pas exporter de l'eau parce qu'il y a de l'export parfois de l'eau pour certains produits et il faut rationaliser l'eau que nous avons. Parce que quand on parle de stress hydrique, on parle de nappe phréatique, on parle de sources
où l'eau est en train de s'amoindrir. Et ça, c'est très important, parce que le stress hydrique, c'est en plus que la sécurité alimentaire. Là, on parle de l'eau. La deuxième chose, c'est-à-dire le programme Green, c'est-à-dire jusqu'à 2030, 2020, 2030, qui devait commencer, mais qui a eu la Covid, est un programme qui est très ambitieux aussi pour engager la jeunesse rurale dans le développement de leur région et dans le développement de l'agriculture. C'est-à-dire il y a plusieurs axes qui vont être touchés à travers ce programme-là. Donc pour ce qui est de l'énergétique, effectivement, le Maroc travaille sur le plan international, sur le plan diplomatique, d'abord pour le gazoduc qui devrait passer du Nigeria par les 15 pays, par la CEDEAO, donc c'est pas rien, c'est très important. Il travaille donc maintenant on voit que le gazoduc qui transportait le gaz qui venait du voisin de l'Est vers l'Espagne, c'est le retour. Maintenant, il vient de l'Espagne vers le Maroc. Donc le Maroc il est en train de consolider ses positions et aussi sa place de leader au niveau de cette région, au niveau de son environnement et surtout de la confiance que le Maroc a acquis pendant des années et pendant beaucoup de temps avec les puissances. C'est-à-dire le Maroc est un pays très fiable, où il y a de la confiance, et il y a de l'aide qui arrive, c'est-à-dire pour aider le Maroc à partir dans son nouveau modèle de développement et pour devenir une puissance. Il est une puissance moyenne aujourd'hui, peut-être une puissance plus que la moyenne dans quelques années. Merci. Merci. Je voulais vous poser une question, Abdeltef Komat, sur la politique sanitaire et médicamenteuse, mais le temps, malheureusement, qui nous est imparti est écoulé. Vous en avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, de la politique sanitaire, de l'inauguration de l'usine de Ben Slimane. Alors, il y a aussi plusieurs autres chantiers desquels on aurait pu parler. La stratégie portuaire, la nouvelle politique agricole, la formation professionnelle, l'université, énormément de choses qui auraient pu être dites. Malheureusement, on ne pourra pas tout... tellement de choses qui se passent qu'on ne pourra pas faire le tour de tout. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec nous, d'avoir apporté vos éclairages pour ce spécial Fête du Trône 2022. Et nous souhaitons une bonne Fête du Trône à Sa Majesté. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.